C'est à notre tour de se mettre au niveau. Comment un entraîneur peut aider son joueur à se surpasser et comment faire ressortir le potentiel maximum de son équipe. Ça, c'est le thème du jour. Mais avant ça, il va falloir clarifier quelque chose. N'importe quel entraîneur au monde peut se retrouver en difficulté à cause des relations humaines. Et se former un minimum à la psychologie est beaucoup trop négligé. Alors que c'est un choix plus que stratégique si on veut éviter le plus possible les désillusions. Alors bien sûr que c'est important de préparer sa saison pendant l'été. Ses formes de jeu, sa planification, et pourquoi pas, préparer aussi des outils efficaces pour être capable de fédérer son groupe. Pour être capable de capter l'attention d'un joueur. Surtout pour le moment où il sera plus concentré sur son temps de jeu qu'assurer un écran retard ou un repli défensif. Un entraîneur peut se retrouver dans un club où le président lui laisse peu de marge de manœuvre. Bien lui impose des joueurs sans même lui demander son avis. Et si ça marche pas, je pense que tu as déjà entendu parler de l'histoire du fusible. On vire le coach pour créer un électrochoc. Dans tous les cas, c'est pas apprendre à réveiller tes joueurs dont tu as besoin, mais à les éveiller, à élever les consciences de manière collective et individuelle. Et c'est bien possible que tu y arrives, surtout si tu maîtrises les 5 capacités de l'entraîneur. L'entraîneur occupe une position pivot dans une structure. Et cette possibilité d'être en interaction avec tous les autres acteurs le rend capable de modifier l'état du système dans les plus brefs délais. C'est ce que nous dit Marc Lévesque, psychologue du sport, dans son livre « Psychologie du métier d'entraîneur ». Celui-ci doit être capable de partir au combat avec ses joueurs et d'en assumer le dénouement avec eux, quel qu'il soit. On roule ensemble. On meurt ensemble. La première capacité se retrouve dans le phénomène de portance. Cela pourrait être défini comme la capacité de contenir une personne lorsque quelque chose se brise, et être capable de prêter sa solidité et sa cohérence pour l'aider à reprendre confiance en elle. Le but est d'éveiller le propre dynamisme de l'autre et le diriger vers une prise d'autonomie. Dans le film Coach Carter, tiré d'une histoire vraie, l'entraîneur avait une volonté qui allait au-delà du sport pour ses jeunes. Et c'est ce qui fait que cette histoire est si spéciale. Cus D'Amato va très rapidement s'apercevoir du potentiel de son protégé, mais aussi de ses doutes et de ses peurs. Chaque jour, il va alors le nourrir en lui parlant de caractère et de discipline. Il va aussi lui faire ressentir la grande valeur qu'il possède, et lui demander de s'inspirer de ceux qui ont réussi avant lui. Cus D'Amato a étudié de nombreux domaines, dont la philosophie et la psychologie, pour avoir une connaissance aiguisée de l'être humain. Son enseignement était basé sur la maîtrise de la peur, un peu comme dans Coach Carter, qui n'arrête pas de demander à ses joueurs « Hé, quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme ?» La deuxième capacité vous rendra tout de suite plus efficace. C'est le fait de vous intéresser aux joueurs et aussi à la personne. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut créer des espaces hors entraînement. Ça peut même être 20-25 minutes avant si vous n'avez pas d'autre choix. Zeljko Obradović, le coach le plus titré de l'Euroleague, n'hésite pas à prendre du temps avec ses joueurs pour apprendre à les connaître et savoir comment réagir avec eux. Parce que pour lui, dans une équipe, il y a 12 joueurs, donc 12 caractères et 12 manières différentes de réagir. Chris Voss, ancien négociateur du FBI dans les prises d'otages, expliquait l'importance de s'intéresser et de connaître le système de valeurs d'une personne ainsi que sa vision du monde, dans le but de capter un maximum d'attention et pouvoir vendre une vision de leurs problèmes qui présente votre proposition comme la solution idéale. La troisième capacité va vous enlever beaucoup de problèmes. C'est celle d'être un médiateur entre un joueur et son environnement. Ça peut être des tout petits détails, comme par exemple quand Greg Popovich reprend l'interview d'un de ses joueurs, il retravaille avec lui pour savoir comment répondre aux questions avec plus d'éloquence. Un entraîneur doit aussi être capable de travailler avec ses joueurs sur le rapport avec les arbitres ou face aux provocations adverses. Plus important encore, il doit être capable d'améliorer les relations entre ses joueurs, pour que ça soit le plus fonctionnel possible sur le terrain. Au Real de Madrid, Zidane a beaucoup travaillé cet aspect avec Cristiano Ronaldo, en utilisant une technique simple, efficace et parfois sous-estimée. Il demandait à Ronaldo de se mettre à la place de ses coéquipiers, pour comprendre ce qu'ils pouvaient penser et ressentir face à lui. De ce fait, il pouvait agir plus efficacement avec eux, car il prenait en compte leur subjectivité. C'est important que vous soyez vous-même capable d'entreprendre le maximum, comme Zidane. Parce qu'à mon avis, vous n'avez pas la chance de pouvoir faire comme Phil Jackson, qui au retour de Michael Jordan après sa première retraite, lui a demandé d'aller travailler avec le psychologue du club pour augmenter son niveau de leadership. La quatrième capacité est tout simplement un art. C'est celle de savoir gérer les égos. Quand Phil Jackson remplissait des fiches sur lui, en dehors du basketball, à la case métier, il avait l'habitude d'écrire « magicien », parce qu'il expliquait qu'il fallait au moins l'être pour être capable de gérer les égos d'une équipe NBA. L'ego, c'est un thème qui mérite une vidéo à part entière. Parce que de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est un thème qui est très mal défini, et en plus c'est beaucoup trop confondu avec l'orgueil, qui lui est positif. Dans la vision de Phil Jackson, l'ego, ça pourrait être compris comme un désir personnel qui irait au-delà du bien commun, et pour pouvoir se réaliser, pourrait nuire à soi et à l'équipe. Dans son livre 11 titres, il nous livre le positionnement qu'il avait choisi d'adopter avec ses joueurs. Certains entraîneurs insistent pour avoir le dernier mot, mais j'ai toujours essayé de favoriser un environnement dans lequel chacun joue un rôle de leader,
du rookie le plus inculte à la superstar expérimentée. Si votre objectif principal est de mettre l'équipe dans un état d'harmonie et d'unité, il ne sert à rien d'imposer votre autorité de manière inflexible. Après des années d'expérience, j'ai découvert que plus j'essayais d'exercer le pouvoir directement, moins je devenais puissant. J'ai appris à mettre mon ego de côté et à répartir le pouvoir aussi largement que possible, sans pour autant renoncer à mon autorité finale. Avec des joueurs qui jouaient pas beaucoup, il n'hésitait pas à aller les voir après les matchs, pour les rassurer, leur dire qu'il comptait sur eux et qu'il essaierait de leur donner plus de temps de jeu la prochaine fois. Pour être dans une co-construction avec Dennis Rodman, un joueur au grand cœur avec des émotions débordantes, Phil Jackson nous livre sa méthode. Les autres entraîneurs avaient traité Dennis comme s'il était un enfant. Ils avaient essayé d'obtenir sa soumission avec une discipline stricte. Cette stratégie avait misérablement échoué. Mon approche consistait à le considérer comme un adulte et à le tenir responsable de ses actes comme je le faisais pour toute autre personne dans l'équipe. Il semblait apprécier cela. Un jour, il a dit à des journalistes que ce qu'il aimait chez moi, c'était que je le traitais comme un homme. Phil Jackson maîtrise aussi, comme d'autres, l'un des grands piliers de la psychologie. Replacer la responsabilité dans les mains de la personne. Si votre joueur a un problème avec quelqu'un, vous pouvez très bien aller le voir et lui dire « Ok, lui il a fait ça, mais toi ta responsabilité dans l'histoire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu feras la prochaine fois ? Qu'est-ce que tu aurais dû faire ?» La dernière capacité pourra potentiellement faire de vous un cauchemar pour l'équipe adverse. C'est celle de pouvoir orienter toute l'attention de vos joueurs, et donc toute leur énergie, sur un seul et même but. Marc Lévesque propose l'idée qu'il est important de trouver des mots emblèmes et fédérateurs pour faire converger les identités individuelles, et que ça ne doit pas se faire que dans une logique pré-compétitive. On peut avoir un exemple avec Phil Jackson, qui utilise un film comme support. En faisant visionner aux joueurs la vidéo Mystic Warrior, je souhaitais leur montrer que se connecter à quelque chose au-delà de leur objectif individuel pouvait être source d'une grande puissance. Le héros du téléfilm, qui était vaguement inspiré du chef indien Crazy Horse, s'est battu pour sauver sa tribu après avoir eu une puissante vision. Dans notre discussion après avoir visionné la vidéo, les joueurs semblaient trouver un écho dans l'idée de se lier comme une tribu. Bon, forcément, quand j'ai lu le livre, j'étais obligé de faire pareil. Pour l'emblème, j'ai eu la chance de pouvoir faire au plus simple. On avait un maillot noir qui claquait avec une tête de loup assez agressive. Et c'était un animal qui était assez intéressant pour créer un esprit autour. Avec un collègue, j'avais appris aussi que ça claquait de donner un nom à l'américaine à mon équipe. Du coup, le jour du team building, je les ai réunis, je leur ai dit voilà, cette saison, je veux qu'elle soit grande pour vous. Et pour ça, on a besoin d'une identité forte. Donc à partir d'aujourd'hui, on s'appellera les Dark Wolves. Ensuite, je leur ai demandé de définir 3 piliers qui fonderaient l'esprit du groupe. Et j'ai terminé par une citation que j'avais trouvée sur le net et qui serait le socle de notre saison. La force de la meute, c'est le loup. Et la force du loup, c'est la meute. Je trouvais que ça collait bien avec l'idée de René Caes, psychologue spécialiste des groupes, qui disait que tout groupe doit permettre la réalisation narcissique de chacun et l'identification imaginaire, dans une image unifiante. Cette saison-là, sur les 15 ans où j'ai entraîné, elle a vraiment été très spéciale. Et après ça, j'ai toujours cherché à créer d'autres puissantes tribus. Si un entraîneur doit être capable d'orienter l'attention de ses joueurs là où il faut aussi qu'il soit capable de les détourner de ce qui peut poser problème. Tout au long de sa carrière, Phil Jackson n'a cessé d'encourager ses joueurs à oublier les enjeux. Bien qu'étant lui-même obsédé par la victoire, il explique en ces mots. Être obsédé par la victoire, ou plus véritablement par le refus de la défaite, est contre-productif, surtout lorsque cela vous fait perdre le contrôle de vos émotions. Qui plus est, l'obsession de la victoire est un jeu de perdant. Le mieux que nous puissions espérer, c'est de créer les meilleures conditions possibles de réussite, puis accepter le résultat. C'est pourquoi au début de chaque saison, j'encourageais toujours les joueurs à se concentrer sur le cheminement plutôt que sur le but. Ce qui importe le plus, c'est de jouer de la bonne manière et d'avoir le courage de progresser, aussi bien en tant qu'être humain qu'en tant que joueur de basket. Si tu veux un jour que tes systèmes se réalisent à la perfection, intègre la puissance de la relation dans ton équation. Pour que tes joueurs affrontent toujours l'adversité, sois toi-même un guerrier sur lequel ils pourront compter. Rappelle-leur que dans le tumulte, rien de nouveau que de se comporter en adulte. Un entraîneur est aussi un médiateur, car lorsque pleuvent les invectives, il doit être capable de fournir la juste perspective. Apprends à focaliser toute leur attention, pour pouvoir placer toute leur énergie dans la bonne direction. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, pour aider leurs joueurs, ça se passe ici.